En fait, la transformation du monde est entrée dans une radicalité, dans une phase disruptive de son processus d'évolution. Il faut comprendre que les chocs d'innovation ne sont plus linéaires comme par le passé, mais cumulatifs. On peut dire qu'ils sont simultanés. La révolution 4.x, ce n'est pas qu'une manière de nommer une phase économique, hein. C'est une grille de lecture, une manière d'appréhender les innovations qui soutiennent à la transformation du monde. La révolution 4.x, là encore, c'est une approche ou comment mettre à profit les multitudes d'outils à notre disposition pour adresser les enjeux qui traversent nos civilisations. Si on regarde le passé, on a eu 4 grandes étapes de l'évolution de nos économies. Il y a d'abord eu la révolution de la mécanisation, ensuite la révolution de la production de masse, ensuite il y a eu la révolution de l'électronique et de l'informatique, et enfin il y a eu la révolution de l'interconnexion. Et c'est là toute la difficulté, car on a été habitué à appréhender les révolutions du monde selon une approche linéaire, voire séquentielle. Mais désormais, il faut regarder les choses de manière cumulative, voire là encore simultanée. Cette phase de transformation du monde que j'ai appelée révolution 4.x ne répond pas à la règle de succession. Elle est certes l'héritière des précédentes phases, mais toutes ces innovations qui s'agrègent simultanément se démultiplient. Elles permettent d'amplifier les potentialités et forgent les grandes étapes de l'évolution de notre futur, de nos civilisations, de nos modes de vie, et par conséquent de nos villes, de nos paysages. Mais la révolution 4.x, c'est pas un concept de technophile BA. Même si personnellement, j'aime bien l'image revisitée par l'IA du Petit Prince de Saint-Exupéry qui regarde le ciel avec l'envie de découvrir ce qu'il y a derrière les planètes dans l'infini de l'espace. Pour moi, l'important, c'est de nous ouvrir sur les potentiels qui vont et qui sont déjà en train de faire de notre monde aujourd'hui un nouvel univers. Le potentiel dont on parle va décupler nos capacités mentales, mais aussi physiques. Oui, quand on évoque bien sûr l'IA, la blockchain, les smart contracts, la géospatiale 3D, le big data, ou encore dans les sciences du vivant, les xénogreffes, ou les mises en application des exosquelettes, on doit admettre que c'est pas uniquement une transformation des modèles économiques, mais surtout de notre quotidien, de nos villes, de nos sociétés. Plus personne aujourd'hui ne peut ignorer le défi des défis, à savoir l'adaptation au changement climatique, qui va nécessiter la refonte de la gouvernance du monde, et cela à un rythme s'accélérant. Mais pour amplifier la convergence des innovations et faire tomber les barrières limitatives d'autrefois, il faut construire le nécessaire récit collectif pour convaincre les nombreux sceptiques que cette révolution ne se fera pas malgré nous, mais elle se fera avec nous, au travers de l'amplification de nos capacités. Comme je le disais, si la clé réside dans l'amélioration de nos capacités de conception à des niveaux de rapidité jamais atteints, il faut revoir les processus décisionnels par des nouveaux modèles de gouvernance revisités qui dépassent les clivages et les circonstances. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que notre quotidien est en train d'être bouleversé, voire parfois au bord de la science-fiction. Quand monsieur, madame va prendre son vélo assistance électrique, il va se retrouver à avoir de la réalité augmentée dans la visière de son casque, que bientôt il va recevoir des suggestions en temps réel sur l'état du trafic, sur les comportements à risque des autres usagers de la route autour de lui. Et tout ça grâce à la modélisation adaptative. On peut clairement expérimenter, tout un chacun, ce que la technologie apporte de concret et pour le mieux. Et si maintenant on revient sur le sujet du défi climatique, l'attente que l'on doit avoir à l'endroit de la révolution 4.x, ce n'est pas simplement de verdir des modèles de développement urbain. Même si certains projets sont intéressants, et il me vient à l'esprit le projet Zibi à Ottawa, qui a voulu intégrer pleinement la trajectoire du développement du cadre urbain avec la topographie du fleuve Outaouais, mettant ainsi de l'harmonie dans l'empreinte humaine par rapport au cadre environnemental. Dans d'autres cas, on pourra questionner la mise à profit de ces technologies dans des projets fous. On a tous à l'esprit le projet Neom. Est-ce que cela peut représenter une approche pour répondre aux défis de l'urbanisation des pays occidentaux? La question se pose. C'est un peu comme avec la compétition de haut niveau ou avec la conquête spatiale. C'est difficile à dire si on doit être pour ou contre, tout en reconnaissant que les moyens et les solutions technologiques nécessaires pour dépasser les contraintes de l'environnement vont naturellement faire avancer la recherche dans le domaine de la construction, des infrastructures en milieu complexe. Là où en revanche, selon moi, il y a des enseignements et des perspectives à trouver, c'est dans des projets comme le chantier de transformation Eco-Atlantique à Lagos au Nigeria ou encore The Gift en Inde, où tour à tour
On repense la ville sans souffrir des héritages du passé, en combinant le low-tech et le high-tech. Mais ce que je trouve vraiment pertinent dans ces deux exemples, c'est de penser la cité dans son ensemble. La vie, la santé, le travail, les infrastructures, les mobilités, les modèles de gouvernance, le cadre législatif, bref, on structure la démarche de développement proche des spécificités et des besoins locaux, pour trouver un équilibre entre le développement et la durabilité. Et tout cela basé sur des technologies les plus avancées, mais en cohérence avec une vision de long terme. Parce qu'en effet, ça peut sembler paradoxal, voire inconciliable, d'associer vision de long terme et contexte des ultra-hautes technologies qui évoluent à un rythme effréné. Et pour autant, j'ai la conviction qu'il est important de lier avancées technologiques et perspectives de développement durable. On ne fait pas de la technologie pour la technologie, on fait de la technologie pour créer de la valeur pour l'humanité et son quotidien. C'est primordial de garder ça à l'esprit, sans quoi la technologie subira forcément un rejet. Par ailleurs, adhérer au progrès, c'est comprendre que la technologie ne remplacera pas l'homme, elle le libérera des aliénations. Adhérer au progrès, c'est avoir conscience que les conditions d'exercice de tel ou tel outil relèvent d'une réflexion sur notre responsabilité. Et là, pour paraphraser avec humour le super-héros d'Avengers, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. De nos jours, trop de messages font peur aux gens, car ils laissent à croire que le monde va venir les déposséder inévitablement de leur capacité à contrôler leur destinée. Car si les projections des meilleurs experts en perspective de transformation sont très variables, voire posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, il semble plus important de se concentrer sur la création d'un consensus, sur la volonté d'adopter une méthode commune, des outils de gouvernance communs. En réalité, savoir si l'IA va remplacer 50% des emplois de services à l'horizon 2040, comme l'évoquait le rapport de McKinsey, savoir si l'automatisation et les robots humanoïdes comme Optimus de Tesla remplacera d'ici 20 ans les ouvriers ou les manutentionnaires, je pense que d'avoir un avis sur ces questions est définitivement pas une chose facile, car là encore, il ne faut pas regarder seulement les capacités à développer la technologie ou sa mise au point, mais ne pas oublier que dans l'équation, il y a une véritable inconnue en termes de ressources et d'énergie, de capacité de mise à l'échelle et d'implémentation de ce type d'innovation. En matière de prospective, la prudence est selon moi de mise. Personnellement, je considère que le futur ne s'extrapole pas, qu'au mieux, il se projette. Faire une extrapolation, c'est à coup sûr faire erreur, à cause des inducteurs connus qui sont un héritage du passé et qui n'intègrent pas les nouvelles données, les bifurcations. Quand on pense qu'il y a 10 ans, on disait que Tesla ne réussirait pas son pari, aujourd'hui, Tesla dans l'automobile, comme SpaceX dans le spatial, ont établi des nouveaux standards, à l'image d'Apple avec l'iPhone en autre temps. Mais comme toujours, et plus encore demain, les choses évoluent si vite. Namix, avec sa voiture à hydrogène à module de recharge, est sans doute en train de dépasser les limites des voitures électriques. Bref, on voit bien que l'on ne peut pas extrapoler les trajectoires. Je considère qu'il est préférable de penser l'avenir par la construction d'un récit commun, d'une méthode de gouvernance qui nous permettra par itération d'intégrer les évolutions du monde. En cela, je suis résolument optimiste, car les épreuves que nous avons connues lors des 10 dernières années, comme le Covid par exemple, ont montré que nos sociétés savaient changer de paradigme rapidement lorsque la situation était critique. Or, si aujourd'hui on peut considérer la situation comme critique, on peut aussi dire que la prise de conscience est là. Des mouvements comme celui de Greta Thunberg, même si on peut questionner certains aspects, ont permis de marquer les esprits sur l'ensemble du spectre générationnel. Comme toujours, certains préféreront regarder le verre à moitié vide, considéreront que les COP qui se suivent peinent à trouver des accords, des financements à la hauteur d'une forme de radicalité, ce qui est en partie dû aux besoins naturels de la sociologie humaine qui voudrait sortir de cette angoisse par une forme d'acte fondateur, une rupture définitive, un fantasme de l'utopie, d'un acte collectif qui apporterait une réponse immédiate et irrémédiable à ce problème. Or, justement, en matière de défi climatique, il ne s'agit pas d'un acte de rupture, mais plutôt d'une mise en œuvre d'un processus. Établir cette nouvelle gouvernance est au cœur de l'enjeu, car il faudra intégrer des formes de renoncement, il faudra arbitrer sur les bons usages de la technologie en cohérence avec les ressources qu'elle nécessite. Il faudra flécher les valeurs créées par de nouveaux modèles de pilotage qui financent d'un côté la nécessaire redistribution, tout en rémunérant le risque.
Bien sûr, ce ne sera pas chose facile que de penser et de revoir les flux de richesses en cohérence avec la géopolitique nécessaire pour garantir les équilibres sociaux et la paix. Pour conclure, je dirais que cette révolution 4.x, elle convoque non plus une prise de conscience, mais une volonté de mise en œuvre adossée sur l'innovation et non plus en renoncement de l'innovation. Mais croire à une incantation technosolutionniste, c'est faire preuve de déni. C'est empêcher les initiatives pragmatiques permettant de construire une gouvernance non clivante mais efficace. Car oui, je porte la conviction que le moteur de la révolution 4.x, c'est avant toute chose une nouvelle gouvernance.